Alors, ça fait à peu près 1 an que j'ai fini ma formation Open Classroom et ça fait 1 an aussi que je repousse cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire et mon avis sur le sujet évolue énormément aussi. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est différent de ce que j'aurais eu à dire il y a 6 mois et c'est différent de ce que j'aurais pu dire il y a 1 an. Donc aujourd'hui, je me suis dit, vas-y Demba, fais-le, reste le plus factuel possible, donne ton avis quand même, mais essaie de te focaliser sur la partie vraiment Open Classroom, ton retour d'expérience, en donnant bien sûr ton avis sur ce que tu penses et ce que tu fais aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne, mais voilà. Donc cette vidéo, ça va un peu être ça. C'est raconter mon parcours, pourquoi j'ai fait ma formation Open Classroom, qu'est-ce que j'en ai passé, qu'est-ce que j'ai apprécié ou j'ai pas apprécié, les conditions dans lesquelles j'ai passé la formation, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et surtout à la fin, est-ce que je conseillerais ce type de formation. Donc il y a beaucoup d'informations. Je mettrai des codes temps pour ceux qui veulent directement aller à la partie qui les intéresse, mais je vous conseille quand même de tout suivre parce qu'il y a quand même beaucoup de contexte que je dois mettre en place pour justifier ma conclusion et mes choix. Et bah voilà, c'est parti. Bah, je tiens à prévenir, je juste mon téléphone pour les notes, histoire de ne pas me perdre. Donc les cuts que vous verrez dans la vidéo, ce sera sûrement parce que peut-être je me suis trop perdu ou quoi. Bon bref, trop parlé pour l'intro, on y va. D'abord, évidemment, je vais me présenter. Moi, c'est Demba, ça fait 6 ans, ouais, année Covid, ça fait 6 ans que je travaille dans la data et j'ai commencé ma formation Open Classroom en 2024 à temps partiel à côté de mon travail. J'étais consultant data à l'époque. Et pour info, actuellement, je suis toujours dans la data, je tiens à le préciser. Je suis chef de projet data dans une boîte. Voilà, j'aime bien, j'apprécie bien. Et toutes mes expériences passées avant, c'était en tant que consultant data dans une ESN. Donc, j'ai eu pas mal à bouger quand même de boîtes et de missions. Donc, j'ai commencé ma formation Open Classroom, pour revenir au sujet, en 2024, à temps partiel. Et si je me rappelle bien, c'était 12 ou 18 mois, je ne sais plus trop. Mais tout ce que je sais, c'est que je l'ai fini en 9 mois. Et ça, j'en suis quand même assez fier parce que avoir un boulot à temps plein à côté, un CDI, et faire la formation avec les cours, les présentations, le mentorat pendant 9 mois, c'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je voulais faire ma vidéo parce que j'ai pas vraiment vu de personnes qui avaient fait ça. C'est-à-dire rester dans leur CDI et faire la formation Open Classroom à côté et la réussir et donner leur avis. Parce que généralement, c'est des gens qui sont en reconversion et qui s'y consacrent à 100%, ou juste, pas forcément en reconversion, mais qui s'y mettent grâce à Pôle emploi et tout. Donc voilà pour l'intro à peu près. Alors pourquoi j'ai commencé, alors pourquoi j'ai voulu être développeur, pourquoi j'ai suivi cette formation Open Classroom. Il faut savoir que de base, j'ai toujours été intéressé par la data, le développement, tout ça. Mais ce qui m'attirait vraiment dans le développement, c'était le fait de pouvoir partir d'une idée et de concrétiser ça. Je peux me dire, je peux faire une application aujourd'hui qui compte le nombre de mouchoirs que j'utilise dans la journée. Personne ne m'empêche de le faire. Voilà, c'est ça qui m'attirait vraiment dans le développement. Et j'ai toujours eu ça dans un petit coin de ma tête, mais je me suis dit, bon, je vais rester dans la data euh, à cause de mon parcours. Hein. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je n'avais pas vraiment le choix. Il fallait que je sois dans la data. Et tout a vraiment basculé quand j'ai fait une mission où j'étais dans les équipes data et on travaillait de manière régulière avec l'équipe informatique sur le même plateau et même dans nos échanges. Et c'est à force de côtoyer des développeurs que j'ai vraiment pu voir ce côté-là. Ils avaient l'air de faire des choses plus intéressantes de mon point de vue par rapport à ce que nous on faisait. J'ai d'ailleurs essayé d'intégrer l'équipe de développement en disant que ouais, j'étais prêt à apprendre et tout. Voilà, on m'a laissé faire un petit peu de trucs, mais c'était pas satisfaisant à mon goût. Et je dois avouer que j'ai été influencé par eux parce que à force de les entendre, de les côtoyer, de voir que c'était possible, en fait, je leur demandais des conseils, ils me répondaient. Et je me suis renseigné sur quel était le meilleur langage pour l'employabilité. Et ils codaient à l'époque, je pense, en C#.net, oui, c'est ça. Et je voulais faire pareil, peut-être pour plus tard intégrer l'équipe de développement, mais ils m'ont tous dit, fais plutôt du Java, c'est plus recherché, tu auras plus d'opportunités avec ça. Et petite parenthèse, avec du recul, je pense que j'aurais mieux fait d'aller vers du Python, parce que ça m'aurait ouvert beaucoup plus de portes. Parce que j'aurais pu utiliser ça dans la data analyse,
dans Data Engineer ou même dans le développement. En fait, avec du recul, je me dis que j'aurais pu être un expert Python. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui m'a empêché de mener à bien mes projets. Et comme je l'ai dit, à cette époque-là, je pense que je sous-estimais pas mal mon métier, celui de data analyst. Et donc, je me remettais pas mal en question. Et surtout, je me disais que la barrière à l'entrée était très faible, surtout techniquement. Voilà, Python, vite fait, 3 bibliothèques, SQL ou SQL pour les experts, et un petit Power BI, et n'importe qui pouvait faire ce que je faisais. J'avais pas cette vision-là à long terme du métier que je fais. Et maintenant, j'ai la vision, comme on dit, mais j'y reviendrai plus tard pour expliquer justement pourquoi je ne suis pas parti totalement vers le développement. Et du coup, pourquoi Open Classroom? En fait, j'avais fait pas mal de recherches, parce qu'il me fallait quelque chose qui me permette de gérer mon temps comme je voulais et qui ne demande pas de présentiel. Il y avait des chemins intéressants avec le CNAM, par exemple, qui proposait des cours du soir, mais ça m'arrangeait pas trop. Il y avait le wagon, je sais pas. Eux aussi, bon, des retours un peu mitigés là-dessus, même si je vais rien dire de positif ou négatif là-dessus, hein, j'ai pas testé personnellement. Mais finalement, mon choix s'est porté sur Open Classroom. Est-ce que c'est parce que c'était les plus connus? Sûrement. Mais le format m'intéressait aussi parce que ça proposait voilà, des cours en totale autonomie, un mentorat, un cours avec un mentor une fois par semaine, et des soutenances à la fin de chaque projet où tu dois défendre ton projet, tu es challengé par un autre mentor random. Donc je me suis dit, bah, c'est parfait, comme ça, moi, ça me laisse le temps d'accélérer ou de ralentir la cadence en fonction de mon boulot, qui restait quand même la priorité. Et à côté, j'avais un expert qui était vraiment là, même si c'était qu'une heure, c'était largement suffisant pour si j'avais des questions, même en dehors, il y en a qui se rendaient disponibles en dehors des heures de mentorat. Voilà, c'est le parcours qui me correspondait parfaitement. Et à l'époque, c'était finançable aussi par le CPF, je ne sais plus si c'est le cas. Il y avait un dispositif que j'avais pu utiliser à l'époque pour ça. Donc ça aussi, c'était très intéressant financièrement parlant parce que ça peut vite monter cher ces formations. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis parce que c'est beaucoup d'investissement, que ce soit au niveau du temps et, et de l'argent. Donc il fallait vraiment que je fasse bien mon choix. Et bah, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la formation développeur Java, développeur d'applications Java sur Open Classroom. Alors on va être précis sur les termes. Et c'est un diplôme équivalent Bac+3, Bac+4, RNCP. Je vais surtout parler de la formation. À partir de Open Classroom, je vais parler de deux axes, formation et formateur. Niveau formation, bah, en vrai, c'était pas ouf. C'était pas ouf dans le sens où le début, c'est bien. On t'accompagne, on te tient vraiment par la main pour les petits trucs, tu as des petits cours, c'est bien expliqué. Tu te dis, ah, ok, c'est bien, on commence doucement et tout. Je pense que le projet 1, voilà, il y a une petite difficulté comme ça force à réfléchir. Tu te dis, ok, c'est le juste milieu entre on te tient par la main, on te laisse marcher. Et direct, je sais plus si c'est le projet 2 ou 3, et ça monte crescendo d'un coup. C'est-à-dire on passe d'un projet où c'est limite copier une fonction et changer quelques variables pour qu'elle marche dans une autre partie du code, à un autre truc où c'est gérer des parkings ou quoi. Je sais pas si c'est le projet parking qui est le deuxième, reprenez-moi là-dessus, mais je me rappelle, le deuxième projet ou troisième projet, ça monte crescendo. Je dis, mais je comprends absolument rien du tout. Et c'était pas mon ressenti personnel, même ceux dans le Slack avait beaucoup de choses à dire sur ça aussi. Petite parenthèse, le Slack, quand même, il était très bien. Il y avait beaucoup de personnes qui participaient là-dessus. D'ailleurs, petit passage de remerciement à Sébastien. Euh, on n'a jamais échangé, mais je voyais ses réponses à toutes les personnes. Vraiment incroyable, ce type. Il m'a fait passer tellement de petits problèmes que j'avais à l'époque. Voilà, je sais pas s'il verra la vidéo, mais je pense que Sébastien, dans le Slack Java, je pense que les gens qui sont passés par la formation entre-temps reconnaîtront ces messages. Voilà. Du coup, le Slack était vraiment top. Il y avait une bonne entraide, les gens étaient vraiment là. Mais moi, j'ai quand même été étonné du saut de difficulté comme ça. Après, c'est ça le métier de développeur aussi. On doit chercher, on doit comprendre les choses, mais je trouve qu'ils se dédouanaient un peu trop à nous les lâcher dans la nature comme ça. Et leur philosophie aussi, c'était que bah, le mentor est là justement pour t'aider, t'aiguiller à faire tes recherches. Ah, voilà, ça c'est un point négatif que j'ai à dire là-dessus. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau formation? Bah, au bout d'un moment, on ne suit plus les cours Open Classroom, hein. On va regarder les rediffusions de live qu'il y a eu par rapport au projet.
On va chercher par soi-même sur Stack Overflow ou sur Internet ou dans le Slack. Bon, les cours, ils sont là, ils donnent des petits indices vite fait, mais c'est pas ça qui va faire passer le projet. Donc voilà, ça c'était ça. Mais les projets, il y en a qui n'étaient pas vraiment intéressants et il y en a qui étaient vraiment intéressants. Je sais que comme ça, on dirait que j'ai rien dit, mais je sais pas comment l'expliquer autrement. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de juste, il y a pas de juste milieu. C'est soit le projet, t'as envie d'en finir le plus vite possible, soit le projet, tu te dis, ah ouais, je peux pousser, en fait, le concept au max, quoi. Je peux vraiment aller, beaucoup plus loin que ce que on me demande dans le cours, mais vu que j'ai pas le temps, c'est dommage, j'arrête, quoi. Donc, voilà, je sais qu'on peut pas faire un truc parfait, c'est très subjectif ce que je dis, mais bon, voilà, c'est ma vidéo, c'est mon avis, et je dis ce que j'ai envie. Voilà, c'était pour la partie projet. Et la partie formateur, là, il y a des choses à dire. Là, il y a des choses. Désolé pour le pic de bruit. En fait, il faut savoir que moi, j'ai changé de mentor 4 fois. J'ai eu 5 mentors. Attendez, c'est pas de ma faute. C'est pas totalement de la faute. Je sais que le seul point commun entre tout ça, c'est moi. Mais j'avais de bonnes raisons. Je pense un des mentors, il n'avait pas vraiment de temps. Il était souvent en retard, il annulait au dernier moment. Moi, j'avais mon boulot, je calais toute ma vie autour de ces séances-là. Il fallait que je sois vraiment carré et recevoir un message d'annulation 15 minutes avant ou même 15 minutes après le début de la séance, pour moi, c'était pas sérieux. 2 ou 3 fois, je peux comprendre, mais 4, 5 fois en même pas 2 mois, j'ai demandé à changer parce que je perdais du temps. Je trouvais que je pouvais pas lui faire confiance. Mais c'était vraiment un mentor très très bien. Il donnait de bons conseils et tout, mais c'est l'irrégularité qui m'a forcé à changer. Pareil, le deuxième, lui, il venait carrément pas. Je me connectais, c'est 30 minutes, il venait pas. Il était là, j'ai l'impression, il avait trop d'élèves, je pense. Il faisait juste ça à côté pour gagner de l'argent. Il n'y a pas vraiment de passion selon moi. Il ne faut pas être passionné pour faire ça, mais il y a un minimum quand même pour moi. Là aussi, j'ai demandé à changer. Et pareil, il y a eu le troisième mentor qui est venu, qui était bien, mais bah, en fait, il était trop dans le je te laisse te débrouiller. Il était très très compétent, mais il voulait rien lâcher. Et je lui dis, mais je suis bloqué là, je sais pas quoi faire. Il dit, ah, bah si tu cherches un peu, tu vas trouver. Je dis, oui, mais j'ai besoin d'un indice, je sais pas moi, dis-moi quoi chercher. Et c'était vraiment en mode, ouais, ouais, tu verras bientôt et tout. Mais après, bah, si j'arrivais à donner des petites pistes, ouais, il essayait de me guider, mais pour moi, c'était beaucoup trop frustrant. Je veux pas qu'on me donne la réponse, mais discutons, tu vois, aide-moi, guide-moi. Voilà, au final, c'est lui-même qui a décidé d'annuler le mentorat avec moi parce il arrêtait le mentorat tout court. Et j'ai eu mon mentor final, qui est vraiment ultra top. En plus, c'était un Nantais, il était à Nantes comme moi. Il avait de très bonnes discussions. Il m'aiguillait de fou. C'était vraiment hyper plaisant. J'avais l'impression de vivre la vraie expérience Open Classroom, ce pourquoi ça avait été conçu. Et vraiment, je sais pas comment vous expliquer le sentiment quand vous savez que vous allez apprendre des choses en rentrant dans un appel avec quelqu'un, quoi. C'était vraiment très, très satisfaisant. C'était très plaisant. J'en perds mes mots, vous voyez. Et voilà, après ça, c'était le reste de la formation. Ça s'est hyper bien passé. J'ai rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, pour la défense d'Open Classroom, vers l'époque où je partais, je voyais qu'ils mettaient en place des choses pour un peu limiter ce genre de mentors que j'ai cités, ceux qui viennent juste pour l'argent. Ils mettaient un temps minimum par session à avoir. C'est louable, mais bon, toutes les sessions ne doivent pas faire 1 heure. Moi, il y a des semaines où j'avançais, je traçais, j'avais pas besoin de conseils, je savais exactement quoi faire. Donc là, le mentor, je me mets à sa place. Qu'est-ce que tu fais si tu fais moins de 30 minutes? Je pense que t'es pas payé ou quoi. Je sais pas si ça a changé entre temps. C'était il y a 1 an. Donc voilà, je trouve quand ils ont fait des efforts. Voilà, c'est ça une boîte aussi. Hein, on prend des décisions, on voit comment ça se passe. Et si ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais, c'est pas moi qui vais leur dire comment gérer leur business model. Donc voilà, c'était pour la partie mentorat. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que quand j'ai fait ma formation, je pense que j'étais tellement focus dans la formation que j'étais pas au courant de tout ce qui se passait autour de l'IA. Bon, il y avait ChatGPT, je posais des questions vite fait, mais c'était hyper limité à l'époque. Ouais, du coup, c'était vraiment de la recherche pure et dure. Donc, les fois où j'étais bloqué, le mentor, en fait, c'est pas les réponses qu'il me donnait. Parfois, j'avais des solutions,
mais il me faisait voir une autre manière de résoudre le problème. Et c'est comme si ça débloquait des neurones dans mon cerveau. C'est vraiment incroyable. C'est, tu vois, un nouveau circuit d'information qui se débloquait. Et pour moi, c'était ça qui, ce que pisser du code, comme disent les développeurs, maintenant, c'est devenu banal. Mais cette partie réflexion-là, c'est vraiment ça que j'ai kiffé, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment très plaisant à découvrir. Bon, j'arrête de saucer ce mentor et ce format-là. Bon, vous avez compris, je suppose. Et d'ailleurs, pareil aussi pour les soutenances, c'était, en fait, c'était quitte ou double. Il y a des soutenances que j'ai validées, je pense qu'il y en a une ou deux sur les 8 ou 9 projets que j'ai validés. Je me suis dit, ouais, non, c'était pas mérité. On a eu pitié de moi. Mais il y en a d'autres où je me suis battu. C'est vraiment, comme je vous ai dit, les soutenances sont faites par d'autres mentors. Il y en a où je me suis vraiment battu. C'était, je devais me justifier. Voilà, pourquoi ça et pas une autre solution? Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est pas en mode, ils cherchent la petite bête, mais c'était vraiment, je pense que dans leur tête, c'était déjà validé et ils voulaient me pousser un peu dans mes retranchements. Et ça aussi, tu vois, euh, c'est, c'est kiffant. C'était kiffant. C'était stressant sur le coup, parce que tu te dis, ah, t'as raté la soutenance. Tu sais pas, peut-être est-ce que c'est la bonne réponse. Mais en fait, ils te font comprendre qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. Il y a d'autres manières de faire, peut-être meilleures. Il faut pas juste te dire que ton code, il marche, tu passes à autre chose. Tu peux optimiser, tu peux aller voir autre chose et tout. Et est-ce que tu comprends ce que tu as fait déjà? Est-ce que tu peux défendre ton idée? En fait, c'est ça que les mentors évaluateurs, certains, cherchaient à valider. Et ça aussi, c'était hyper plaisant. Parce que tu es là, tu te prépares. Moi, puis moi, j'allais à fond, je faisais mes diaporamas, je prenais du temps. Je préparais mes scripts pour bien présenter. J'essayais d'avoir une DA, une cohérence dans mes propos. Donc, je pense que ça aussi, ils appréciaient. Et j'ai souvent reçu la remarque comme quoi mes présentations, elles étaient bien faites. Ça aussi, tu vois, avoir des bons retours comme ça fait plaisir. Il y a aussi un sujet que j'aimerais aborder, c'est comment j'ai réussi à faire ma formation en 9 mois. Parce que c'est pas vraiment la norme, on va dire, parce que c'est assez dense, les projets sont lourds et si on veut le faire sérieusement, il faut vraiment y mettre le temps, surtout si on veut comprendre les choses. Et en fait, j'ai fait ça dans des conditions particulières. À l'époque, ça faisait 3 ans, je pense que j'étais dans ma mission, donc je maîtrisais très bien mon périmètre. Euh, J'avais 3 jours de télétravail. Donc les jours en télétravail, je pourrais me permettre de faire du développement avant de commencer le travail, entre midi et 2, et le soir aussi après avoir fini le travail. J'avais pas le temps de trajet à faire et tout ça. Donc ça me donnait quand même beaucoup de liberté pour avancer, même dans les journées, certaines journées en semaine. Ça, c'était cool. Et c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, parce que quand je dis terminer en 9 mois, les gens peuvent avoir l'impression que c'était chill, c'était facile. Mais non, il y a eu des périodes intenses. Moi, j'ai pris, je pense, une dizaine de kilos durant cette période parce que je ne dormais pas non plus, mon problème de voisin. Mais j'ai quasiment arrêté de m'entraîner. Je dormais pas beaucoup, même en dehors des voisins. Je charbonnais, le boulot, c'était pas tranquille non plus. Je venais de commencer dans un autre département, même si c'était la même boîte, c'est un autre département, donc il y avait quand même une montée en compétences à faire. Il y avait le stress au boulot et après le soir, il fallait se reconcentrer pour comprendre le développement. Vous savez bien, les développeurs vous confirmeront, ça chauffe la tête, hein, on peut pas débrancher son cerveau, surtout quand on est là, on doit réfléchir à des fonctions, c'est des nouveaux concepts qu'on doit apprendre. L'orienté objet, c'était du Java, hein. C'était pas vite fait comme ça. Java, c'est chaud parfois, hein. Et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je regrette pas, mais ça chauffe le cerveau, hein. Ça, c'est indéniable. Bon, je pense que je vais pas m'éterniser. J'ai fait le tour pour le retour d'expérience. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. J'essaierai d'y répondre. Et pour reprendre le sujet, pourquoi je ne suis pas devenu développeur finalement? Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, là, actuellement, je suis data analyst, chef de projet data dans une boîte à Nantes ici. Et à côté, je fais du développement sur mon temps libre. Je fais mes applications. J'en ai deux actuellement qui sont sur Play Store et App Store. Je fais du contenu autour de ça sur les réseaux. Et la raison, elle est très simple. Je vais la donner en deux temps. Premier, c'est que j'ai reçu l'opportunité de ce boulot-là vers la fin de ma formation. Un ami développeur avec qui j'avais travaillé a été développeur dans cette boîte-là. Il m'a dit il cherchait un data analyst. On a discuté. Je me suis dit c'était une opportunité que j'aimerais bien tester. Et en ayant fini la formation,
je me suis dit, bon, j'aimerais bien quand même développer peut-être un peu dans mon temps libre avant de sauter directement dans le marché du travail. Parce que vous savez, c'est pas en sortie d'école qu'on peut se prétendre dev expert comme ça, arriver dans n'importe quel projet et, euh, et se vendre bien. Et surtout, je me suis dit, OK, là, j'atteins le niveau d'expérience en data analyse où c'est pas forcément le côté technique qu'on recherche. Bah, la preuve avec le boulot que je fais, c'est du Power BI, mais c'est pas le plus dur. En fait, le plus dur, c'est l'aspect métier. En fait, maintenant, j'ai tellement d'expérience et de recul, parce que j'ai fait plusieurs missions dans la data, que là, je peux aller dans une boîte et faire vraiment l'intermédiaire entre l'équipe informatique et les équipes métiers ou la direction. En fait, c'est cette compétence-là qui est recherchée à mon niveau d'expérience dans la data. C'est pas faire des dashboards ou quoi, mais c'est vraiment retranscrire les chiffres de manière digeste pour ceux qui voilà, prennent des décisions ou ceux qui vont les utiliser. Et ça s'acquiert avec de l'expérience. Et ça, je me suis dit aussi, bah, l'IA ne peut pas remplacer ça. Du moins pas maintenant. Certes, elle peut faire des dashboards, sortir des analyses et tout, mais aller communiquer avec l'informatique, comprendre à quoi sert telle donnée, comment la présenter à la direction pour que ça soit digeste, ça, je vois pas tout de suite l'IA remplacer ça. Et je me suis dit, bah, c'est justement là où est ma vraie valeur ajoutée. Plutôt que d'aller dans un domaine qui se fait de plus en plus remplacer par l'IA, je peux rester dans mon domaine où j'ai une certaine crédibilité et je peux vraiment me vendre en tant que bah, soit chef de projet, soit data analyst senior, où à ce genre de niveau-là, on ne cherche pas le technique, on cherche l'analyse, le côté analyse, surtout de data analyst. Et à côté de ça, vu que j'aime le développement, je vais continuer à en faire dans mon temps libre. C'est pas du perdu ce que j'ai fait non plus. Comme je l'ai dit, je fais des applications que j'aime, qui n'ont pas forcément de but monétaire. C'est vraiment pour le kiff et qui marchent. Bon, il y en a une qui marche plutôt bien en termes de téléchargement. Ça ne me rapporte rien, mais je kiffe. C'est autour du sport. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement sur ma chaîne. Justement, vu que j'ai abordé le sujet, on va parler d'IA. Parce que, comme je l'ai dit également en début de vidéo, entre le moment où j'ai fini ma formation et maintenant, c'est incroyable comment les modèles ont évolué. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je ne peux plus conseiller quelqu'un. Je ne sais plus quoi dire. Je suis sur My Job Glasses parfois. C'est-à-dire, je donne des appels dans mon temps libre à des... C'est soit des étudiants, soit des gens en reconversion qui veulent avoir mon avis sur mon métier, la data. Et c'est surtout ceux en reconversion, non, surtout les étudiants plutôt. Je sais pas quoi leur dire. Bah, je leur explique la réalité, mais bah, je leur dis aussi que ça va être assez dur à la sortie, quoi, parce que moi, c'est facile pour moi de donner des conseils parce que je suis dans une position où, dans la data, j'ai pas vraiment de concurrence avec l'IA, on va dire, hein. Pour ceux qui comprennent vraiment ma valeur dans les boîtes, ils savent bien que c'est pas l'IA qui va remplacer ça tout de suite. Et côté développement, je kiffe aussi parce que je fais des choses dans mon temps libre que je ne monnaie pas. Donc je peux pas conseiller les deux parce que côté data, je suis, on va dire, en dehors des boucles où c'est dur. Et côté développement, bah, je fais ce que j'aime et c'est pas mon emploi principal. Donc aujourd'hui, c'est très dur de conseiller les gens par rapport à l'IA, à la data ou au développement parce que l'IA avance tellement vite. Je pense que bah, je connais énormément de développeurs qui n'écrivent plus aucune ligne de code. En fait, ils donnent tout à Claude. Quand tu maîtrises l'outil, il est incroyable. Ils font pas du vibe coding, ils s'y connaissent, donc forcément, ça va à une vitesse folle. Donc, ce qui fait que les boîtes recrutent moins de développeurs ou en plus d'exigences pour les juniors. Et c'est difficile maintenant de dire à quelqu'un de faire un bac plus 5 pour devenir développeur. Il faut que les écoles et les universités s'adaptent parce qu'aujourd'hui, juste sortir et dire je sais pisser du code, c'est pas suffisant selon moi. Et je sais pas ce que ça vaut aussi les formations développeurs IA, no code et tout. Ouais, il faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est pour ça que je trouve que la situation est très délicate pour les juniors en ce moment. Et pareil, c'est certes les modèles sont très forts pour faire du code, mais on va atteindre un stade où il y aura des pénuries de développeurs seniors parce que quand eux ils iront à la retraite ou ils ne seront plus là, bah, qui va maintenir le code si toute la nouvelle génération n'a pas appris à coder et a juste fait confiance au modèle d'IA? Il faut bien que quelqu'un puisse maintenir ça et faire évoluer ça. C'est là où il y a une vraie opportunité aussi d'être développeur. Mais à côté, si les boîtes ne te recrutent pas
parce que t'es pas en mode IA et tu as fait un parcours de développement classique, bah, ça ne te motive pas non plus à être développeur. C'est que le marché a besoin de toi, mais le marché te dit qu'il n'a pas besoin de toi. En fait, à l'instant T, le marché n'a pas besoin de toi, mais dans le futur, il aura besoin de toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sacrifies ton futur pour le présent, ou est-ce que tu sacrifies ton présent pour le futur? C'était beau, ça, c'est sorti naturellement. Donc voilà, j'ai pas vraiment de conclusion nette en mode devenez développeur ou pas. Aujourd'hui, je suis mitigé. Je dirais qu'il faut beaucoup y réfléchir avant de se lancer là-dedans. Je sais pas quoi dire. Je pense pas être bien placé pour le dire, parce que non seulement bah, j'ai fait une formation à distance, mais je ne travaille pas dans le domaine du développement. Et pareil pour la data analyse, il faut vraiment savoir sortir son épingle du jeu et être un bon commercial. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un bon commercial. Il faut savoir se vendre. Ça vaut plus que les compétences techniques. Euh, Ça, c'est le truc dont je suis intimement convaincu, même en dehors du développement. Peu importe ce que vous faites, soyez un bon commercial. Je m'éloigne du sujet, désolé, c'est parti en live. Donc voilà à peu près tout. Donc pour conclure, est-ce que je regrette d'avoir fait ma formation Java? Absolument pas. Surtout que j'ai pu la faire dans une époque, je dis ça, on dirait que ça fait 20 ans, hein. Mais quand je l'ai faite, je n'étais pas conscient des modèles IA, ils n'étaient pas aussi avancés. Donc ça m'a forcé à apprendre, ça j'en suis reconnaissant. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau de euh, système design, le versionning avec Git. Je connaissais déjà un peu de base, mais voilà, c'était quand même cool de faire ça à fond. Euh, Pareil pour les bases de données relationnelles aussi. Avec mon boulot, je connaissais un peu, mais je suis plus rentré en détail là-dedans. La sécurité, certains plugins Spring Boot. Voilà, en fait, c'est des choses que je vois beaucoup de vibe codeurs aujourd'hui. Bon, il y a des apps, les mots de passe, ils sont en dur, hein. C'est catastrophique. Vu que je fais du contenu autour de ça sur TikTok, il y a des gens qui me contactent. C'est grave, hein. Donc forcément, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai pu apprendre. Mais si c'était à refaire, je ne sais pas si je sortirais avec le même niveau que j'ai eu. Non, c'est sûr. Je pense que je pense qu'aujourd'hui, il faut se former en prenant l'IA en compte parce que on peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer. Il n'y a pas un monde où l'IA disparaît, je pense, surtout dans le développement. Donc, il faut apprendre à l'utiliser, à l'optimiser et à ne pas se laisser entraîner n'importe où par elle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet pour l'instant. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous pour me dire votre retour d'expérience, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce que j'ai abordé, et bah, quels conseils vous aurez à donner à peut-être quelqu'un qui cherche à se reconvertir et qui passerait par là bah, et qui n'a pas trouvé sa réponse dans ma vidéo, hein, ou tout simplement tout autre avis est bon à prendre. Voilà, allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où vous êtes, et à la prochaine. Ciao.